Président, collègues, ministres, rapporteurs, nous allons nous opposer à cette résolution pour des raisons de fond. Ce refus fonctionnera comme une dénonciation du moment économique et financier. Je voudrais rappeler le contexte. Ce n'est pas seulement celui de 2008. Le contexte, c'est que depuis le 15 août 1971, les États-Unis d'Amérique se sont donné le droit d'imprimer autant de monnaie qu'ils le veulent sans aucune contrepartie matérielle qui en assure la réalisation. Et depuis cette date, s'est donc développée une économie totalement artificielle et financière au sens de sans objet matériel qui en assure des contreparties. Et s'est développé donc un univers particulier, celui de la bulle, dans laquelle se réalisent des taux de profit et d'accumulation qui sont certes particulièrement excitants, mais qui n'ont pas de réalité s'ils devaient tous revenir dans le monde matériel. Dès lors, un modèle économique particulier s'est déployé, dont le moment est le suivant. La dette privée mondiale, c'est 250 000 milliards de dollars, c'est-à-dire 320% du PIB mondial. L'artificialisation de l'économie que ce chiffre souligne est donnée par le rapport qu'on peut observer entre la progression des valeurs boursières et la progression de la production réelle. Les valeurs boursières progressent de presque de 30% sur une année, au moment où précisément l'économie mondiale est à son niveau le plus bas, avec une croissance globale d'à peine 2,9%. C'est un signal extrêmement fort du décrochage entre l'économie réelle et l'économie financière. Les chiffres de la bulle financière sont accablants. Aujourd'hui, les marchés financiers représentent 150 fois les échanges réels. La capitalisation boursière mondiale atteint 70 000 milliards de dollars. Le pic de la crise de 2008 était à l'époque de 63 000 milliards de dollars. Comme la progression de la production offrant les contreparties matérielles ne s'est pas présentée, ça veut dire que la situation s'est aggravée et que les possibilités d'une explosion de la bulle sont plus fortes aujourd'hui que jamais. D'autant qu'un des facteurs de fragilisation de ce système, c'est évidemment le trading à haute fréquence. Pour ne citer que celui-ci dans un instant, je vais en citer d'autres, qui fait que la durée moyenne de détention d'une action sur la bourse de New York, qui était autrefois d'abord de plusieurs années, puis plusieurs mois, maintenant c'est 22, on le croit à peine, 22 secondes. Et il est clair qu'à ce niveau de fonctionnement d'excitation des échanges, ça n'a plus de rapport avec la réalité et ça est à la merci de n'importe quel événement. Mais si on devait aller sur le fond des échanges réels, on s'apercevrait encore de la difficulté de la situation. Pourquoi? Parce qu'on a permis, sans aucun contrôle, la titrisation des titres de dette des entreprises. On l'a permis en Europe, alors même qu'on sait que c'est une des causes de la crise de 2008. Ça veut dire que des milliards de prêts circulent entre les entreprises dont vous n'avez aucun contrôle ni aucune idée de l'ampleur, parce qu'on ne fait que des évaluations en général, sans moyen concret de le vérifier. De la même manière, les prêts interentreprises échappent totalement à l'examen. Et c'est là qu'arrive le moment où on voudrait ne pas s'en tenir à l'accord de Bâle. Mais peut-être que pour ceux qui écoutent ça d'une oreille distraite, ce sont des choses extrêmement techniques et très lointaines, et on veut bien vous faire confiance comme ça, les yeux fermés. Ce n'est pas mon cas, et ce n'est pas celui des Insoumis. Pourquoi? Parce que, de quoi parlons-nous? On exige des banques qu'elles aient une assurance en fonds propres, représentant 9% de leurs actifs. 9% de leurs actifs. Ça veut dire que 91% circulent sans aucune contrepartie qui existe dans les caisses. Alors je veux bien qu'on me dise les banquiers européens ne procèdent pas comme les Américains, ils évaluent leurs fonds propres par rapport aux placements qui sont risqués. Mais il est très risqué de faire confiance à ceux-là même qui prennent des risques pour les évaluer. Il me semble que ce n'est pas raisonnable. 9%, alors que la situation actuelle c'est 3 ou 5%. Alors évidemment on comprend les financiers européens qui se disent les Américains font ça à la louche, et par conséquent, ils sont en meilleure situation que nous qui faisons ça de manière beaucoup plus précise en évaluant par rapport à nos risques. Mais la vérité est la suivante, c'est que 9%, ça signifie autant qu'ils ne circuleraient pas, ni dans la sphère financière, ni dans la sphère de l'économie réelle. Et que ces 9%, s'ils devaient les avoir, ils devraient les mettre quelque part, ou en pension forcément aux banques centrales. Or, les taux sont négatifs. Les 9% en question sont donc condamnés chaque année à fondre pour des raisons pour lesquelles nous n'avons rien à voir avec ça, et nous n'y pouvons rien, parce que c'est comme ça. Et vous vous êtes plaint il y a un instant, monsieur de Courson, que ces taux négatifs
ruine l'économie. Mais c'est le contraire. Si le banquier central n'avait pas distribué tous les mois 85 milliards d'euros pour racheter les titres pourris des banques privées, nous serions dans la crise financière. C'est ça la vérité. Et il est lamentable de voir que ces prêts ont été faits par la Banque centrale pour acheter du papier que les banques ne voulaient pas vendre. J'ai fini. J'ai pris quelques secondes de plus que je n'y avais droit, mais je vous mets quand même au défi de regarder, Monsieur de Courson, que vous êtes désolé pour 140 milliards qui manqueraient, alors que la Banque centrale européenne a prêté 2800 milliards au total aux banques privées, sans garantie et sans contrepartie. Merci.